À la une ce soir, une qualité de l'air très mauvaise aujourd'hui. Un indice de 10 sur 10 qui a poussé le préfet à prendre un arrêté depuis hier pour limiter la pollution. Nous verrons dans quelle mesure il a été respecté aujourd'hui. 9e jour du procès de Kevin Dour. La parole a été donnée à ses avocats qui ont remis en cause les écoutes téléphoniques qui constituent une grande partie du dossier de l'accusation. Ils avaient tenté de les invalider dès le début du procès. Le collectif Chumdouvan appelle la population à se mobiliser lundi. De nombreuses manifestations sont prévues en début de semaine. Jean-Luc Fanon, président de l'association Sauver la santé en Martinique, sera notre invité. Enfin, 3e épisode de notre série consacrée aux candidats sélectionnés parmi les porteurs de projets des Assises de l'Outre-mer. Coup de projecteur ce soir sur un projet de formation à distance pour les entreprises qui souhaitent se tourner vers le numérique. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Vous l'avez sans doute constaté, la qualité de l'air est restée très mauvaise aujourd'hui. L'indice était de 10 sur 10, soit une appréciation très mauvaise. Une légère amélioration est prévue demain avec un indice de 8 sur 10, soit une qualité plus que mauvaise. Nous vous l'annoncions hier, un arrêté a été mis en place par la préfecture pour mettre en place quelques mesures pour réduire le taux de pollution. Alors, ont-elles été appliquées? Voyez ces éléments de réponse apportés par Guy Raphaël René. Parmi les principales mesures et recommandations, la circulation routière est soumise à certaines restrictions, notamment au niveau de la vitesse, recommandée à 70 km/h sur les portions où elle est limitée à 80 ou 90 km/h. Des préconisations difficiles à appliquer pour certains, notamment les professionnels. Si ça a roulé, ou a roulé l'auto, comprends? Donc la préfecture a roulé à 70, à quel moment arrive en ville là? Moi, ma couba m'a sorti, alors si moi roule à 70, à quel moment arrive Fortress là? Déjà en temps normal, je prends 1h30 de route. Donc si je roule à 70, je prends 2 heures. Si je roule à 70, au lieu de faire 3 voyages, je vais faire 2, sans perdre. Sensibiliser la population avec le temps, ça viendra. Il y a des années blanches, mais avec le temps, ça viendra, puisque c'est un bail qui arrive au moins 2-3 fois par an. Ce n'est pas un bail qui arrive tous les 10 ans, c'est 2-3 fois par an. Alors, même si l'année passée, le monde n'a pas marché en baguette là, mais l'État, comme il fait des dégâts peut-être sur les asthmatiques, tout ça, l'État là, sans doute, bon, c'est mon État qui a appréhendé les choses autrement, ainsi que les automobilistes, que ce soit nous, professionnels, et bon, les particuliers aussi. Autre mesure restrictive, les activités physiques sont interdites dans les établissements scolaires et centres d'accueil pour enfants. De nombreuses écoles, comme ici à l'Ermitage, ont annulé leurs activités prévues aujourd'hui et demain du fait de l'arrêté préfectoral. Parmi les autres interdictions, le brûlage de déchets verts est formellement prohibé. En cas de non-respect, selon le Code de santé publique, une amende de 450 € est prévue pour les contrevenants. Toujours afin de limiter la pollution, les services de l'État recommandent de reporter les travaux générateurs de poussière sur certains chantiers, sauf si des précautions d'arrosage sont prises, ce qui n'est manifestement pas toujours possible pour certaines entreprises soumises à des impératifs économiques et de calendrier. Les collectivités sont aussi invitées à prendre des mesures d'accompagnement pour favoriser le covoiturage et l'usage des transports collectifs. Demain, une légère amélioration est attendue avec un indice ATMO à 8 contre 10 hier, le maximum. La procédure d'alerte est donc maintenue sur l'ensemble du territoire, ainsi que toutes les mesures préconisées par l'arrêté préfectoral. Au chapitre judiciaire, c'était le 9e jour du procès de Kevin Dour et de ses présumés complices. La parole a été donnée aux avocats de la défense qui ont remis en question les écoutes téléphoniques qui représentent une grande partie des charges contre les accusés. Ils avaient d'ailleurs tenté de les faire enlever du dossier dès le début du procès. Compte rendu d'audience avec Alizé Lutran et Valérie Vincent. Ce sont d'abord les avocats des co-accusés de Kevin Dour qui ont livré leur plaidoirie. Pour Andrés Raúl Hernández Díaz, l'un des 2 frères vénézuéliens, l'avocat général avait requis 22 ans de réclusion hier. C'est l'une des plus fortes peines parmi les complices présumés. Il est accusé d'importation de stupéfiants en bande organisée. Son avocat a évoqué une peine inadaptée. Mon axe de défense, c'est essentiellement de contester le moyen principal de preuve qui est retenu contre lui par l'accusation, à savoir des procès-verbaux portant des transcriptions d'échanges faits par une messagerie BlackBerry qu'on appelle BBM, qui sont, je crois que c'est maintenant, je veux croire que c'est démontré, parfaitement illégaux. Déjà c'est une peine démesurée parce que pour prononcer cette peine il faut se fonder sur une preuve qui est manifestement illégale. Au-delà,
on a un garçon, un homme qui est un délinquant primaire, qui n'avait jamais été condamné, qui a souffert le martyre à l'isolement pendant près de 5 années. Bien évidemment, la plaidoirie la plus attendue était celle de l'avocat de Kevin Dour, maître Leberquier, d'une grande éloquence, et lui aussi revenu sur les retranscriptions téléphoniques et a pointé plusieurs défauts dans ce dossier, des procès-verbaux non signés par le greffier, des mandats de dépôt qui auraient disparu, des preuves insuffisantes et aucune garantie dans le dossier. À la fin de cette plaidoirie vive et passionné, l'avocat de Kevin Dour a calmement énuméré les noms de plusieurs hommes condamnés par la justice pour crimes contre l'humanité ou crimes de guerre. Maurice Papon, condamné à l'époque à 10 ans de réclusion, le frère de Mohamed Merah, 20 ans de réclusion et 27 ans requis pour Kevin Dour. Un procès et une peine démesurée selon son avocat. Il a donc demandé à la Cour de réduire de 10 à 15 ans la peine de son client. L'hôpital public va mal, un constat fait par le personnel hospitalier monté en collectif appelé CHUM Douvan. Un appel à la mobilisation est lancé pour la semaine prochaine et pour en parler, nous recevons le président de l'association Sauver la santé en Martinique, Jean-Luc Fanon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous appelez la population à se mobiliser dès lundi prochain. Qu'attendez-vous des Martiniquais concrètement déjà ? En fait, on essaye de rallier à la cause de l'hôpital l'ensemble de la population martiniquaise qui en est le principal usager. 85% des actes hospitaliers sont réalisés à l'hôpital public en Martinique. L'hôpital est l'épine dorsale du système hospitalier. Il est particulier par ses soins de recours, par la qualité de ses équipes, par son expertise. Si l'hôpital fait défaut, c'est l'ensemble du système de soins de la Martinique qui s'effondre. Donc, qu'attendez-vous de la population concrètement lundi? Qu'est-ce qu'il faudra Alors, lundi, fasse cette action est menée conjointement avec l'Association des maires de la Martinique et leurs conseils municipaux. Lundi matin, dès 8h, les sirènes des mairies vont résonner pendant quelques minutes. Et nous demandons à l'ensemble des Martiniquais qui ont une voiture de la décorer de fanions rouges et de klaxonner vers 8h du matin, et à l'ensemble des entreprises privées et publiques de manifester leur solidarité en se présentant simplement devant leur entreprise pendant quelques minutes entre 8h et 8h15. D'accord, oui. Dès mardi, nous appelons l'ensemble des personnels hospitaliers, tout confondus, pas seulement ceux du CHUM, mais également ceux des autres hôpitaux, parce que nous sommes liés par les mêmes difficultés et même des conventions. Et nous leur demandons de nous rejoindre à la maison des syndicats entre 8 et 9 heures du matin à Fort-de-France et de converger vers la préfecture où là nous attendons l'arrivée des conseils municipaux qui vont demander une audience au préfet. Dès mercredi est déclarée ville morte par l'ensemble des communes et les syndicats, des médecins libéraux et d'autres professionnels de santé comme les kinésithérapeutes rejoignent notre mouvement. Alors, c'est une mobilisation, on a bien compris, qui est relayée par les élus, qui est soutenue par bon nombre de personnes. Qu'attendez-vous de cette mobilisation? Quel est l'objectif final? L'objectif est clairement de faire pression sur le gouvernement pour qu'il entende nos revendications, qui sont convergentes avec les conclusions des IGAS, qui disent qu'aujourd'hui, pour que le CHU puisse fonctionner et investir, ne serait-ce que dans la maintenance des matériels existants, il lui faut une enveloppe de trésorerie de l'ordre de 50 millions d'euros. Même le COPERMO, qui est l'agence gouvernementale qui évalue le fonctionnement de l'hôpital, confirme également ce chiffre. On s'étonne que nous ne puissions pas bénéficier de cette aide, alors que Saint-Pierre-et-Miquelon vient de toucher 100 millions d'euros pour refaire son port.
et que la Guadeloupe également reçoit des aides qui sont justifiées. Notre hôpital, qui reste le dernier hôpital encore debout dans les Antilles, couvrant à la fois la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique et les îles avoisinantes, doit absolument pouvoir continuer à fonctionner, le risque étant qu'il s'éteigne à petit feu et meurt par manque de soutien. Alors concrètement, quelle est la situation de l'hôpital public en Martinique aujourd'hui? Aujourd'hui, ce que chacun d'entre vous peut constater, c'est quand il se présente dans n'importe quel site de l'hôpital, que ce soit Trinité, Lamentin, Fort-de-France, le centre Emma Ventura ou l'hôpital Clarac, il se plaint de l'insalubrité des locaux, du manque de matériel, que les équipes ne soient pas au complet ou remplacées, que manque des médicaments, des réactifs de laboratoire, du matériel de chirurgie. Bref, cette situation est une situation dramatique, catastrophique, et qui ne fera que s'aggraver si on n'investit pas rapidement. Est-ce qu'il faut avoir peur de se faire soigner à l'hôpital public en Martinique aujourd'hui? Il est probable qu'on met en vie la santé des patients en ne répondant pas à cette demande d'investissement qui se traduit clairement par un manque de matériel. Les maladies nosocomiales aussi? Des maladies nosocomiales. On a démontré que le fait que l'on ait transféré le service d'orthopédie de l'ancien site vers le nouveau plateau technique a permis de diminuer par 3 l'incidence des maladies nosocomiales, ce qui montre bien que quand les locaux sont correctement maintenus, eh bien, les maladies nosocomiales baissent considérablement. Alors, le CHU est pris en charge par des inspecteurs généraux depuis janvier dernier. Depuis le 3 janvier, oui. Depuis le 3 janvier. Est-ce que vous avez constaté un changement quelconque? Alors, il y a un changement clair dans les échanges et les discussions, dans le dialogue que nous avons entrepris avec eux dès leur arrivée, qui est extrêmement constructif, puisque l'ensemble de nos propositions, de nos remarques sont accueillies plutôt favorablement. Donc apparemment, le collectif et ses représentants, qui représentent l'ensemble de la communauté hospitalière, sont considérés comme des interlocuteurs responsables. Par contre, ce que nous regrettons, c'est que la mise en route concrète, l'application du plan préconisé par ces inspecteurs généraux tarde à être mis en œuvre, tarde à être visible, même si un certain nombre de choses se font et on peut les découvrir au fur et à mesure. Il n'en reste pas moins vrai qu'en pratique, dans les services, les équipes se plaignent toujours du manque de matériel. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis on rappelle que l'appel à la mobilisation pour toute la population est lancé pour ce lundi, 8 matin, 8h. Très bien, merci à vous. Merci à vous. Et nous poursuivons avec une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté organisée à la préfecture cet après-midi. 25 adultes et 4 jeunes originaires de 11 pays différents se sont vus remettre officiellement leur décret de naturalisation et le livret d'accueil dans la citoyenneté française. Un moment solennel pour confirmer leur choix de la nationalité française. Voyez ces précisions recueillies par Michelet François. Je vous souhaite, mes chers compatriotes, la bienvenue dans notre communauté nationale. Je suis en Martinique depuis 20 ans et je travaille à l'hôpital de la MENA. Je suis déjà bien intégré dans le pays. C'est pour ça que j'ai choisi d'être français. Moi, j'aime le pays, moi, j'aime vivre en pays, et puis moi, j'aime les gens pays. Aujourd'hui, je suis content. Moi, je n'ai pas réalisé, mais je suis content aujourd'hui quand même. Du moment qu'on commence à faire les choses qu'il faut faire et s'intégrer au territoire français, ça veut dire travailler
et être en règle normale avec tous les documents, tous les papiers, ça va, ça passe. Il faut aussi respecter les 5 ans que l'autorité française demande. Et après, il faut toujours avoir un petit peu de patience. C'est normal, il faut traiter le dossier. Et franchement, on a après des bons résultats. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Je travaille avec mes enfants. J'ai 5 enfants. J'ai élevé mes enfants convenablement. Certains ont choisi la France pour fuir l'oppression dans leur pays. D'autres ont choisi la France parce qu'ils y sont nés, ils sont arrivés avec des parents étrangers. Et en tout cas, tous ont beaucoup à apporter à notre pays. Place maintenant au 3e épisode de notre série consacrée aux candidats sélectionnés parmi les porteurs de projets des Assises de l'Outre-mer. Coup de projecteur ce soir sur le projet Ulysse, une formation à distance pour les entreprises qui souhaitent se tourner vers le numérique. Le programme est porté par le cabinet Alizé RH au Lamentin, spécialisé en conseil management et ressources humaines. Présentation avec Alizé Lutran et Valérie Vincent. C'est un cours un peu particulier. Il se déroule sur plusieurs fuseaux horaires. Parmi les 4 élèves de Micheline aujourd'hui, 2 sont à plus de 8000 km à Paris. Bonjour à tout le monde, Nicolas, Marie-Pierre, Adeline, Carole, merci d'être là pour le lancement de la formation concepteur de parcours digitaux. D'autres sont connectés dans la pièce d'à côté. Julien, chargé du web marketing dans l'entreprise, en profite pour parfaire ses connaissances entre 2 rendez-vous. Ces cours 2.0 ont débuté en janvier dernier. Ouverts à tous, ils sont surtout dédiés aux professionnels qui souhaitent prendre le virage du numérique. On peut se dire, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être seul sur la plateforme? Donc en fait, notre travail, c'est d'accompagner dans ce changement. C'est d'accompagner, c'est pas mettre des cours en ligne et puis dire allez-y. Donc on va échanger sur la stratégie, prendre connaissance de ce qui existe, ce qui est possible. Il y a énormément d'outils, il y a énormément de plateformes, il y a tellement de choses qu'on a perdues. 3 heures de cours virtuels sont dispensés chaque jour. 29 élèves à travers le monde peuvent être connectés en même temps. 500 entreprises locales sont susceptibles de se tourner prochainement vers le numérique. Pour les accompagner, Yannick et son équipe ont dû adapter leur programme de formation. C'est un travail d'ingénierie qui est assez complexe et assez long, assez coûteux également. Et donc là, on commence seulement la commercialisation de nos programmes. Et c'est vrai qu'il y a aussi un travail d'explication en montrant à nos clients que ces programmes peuvent leur apporter quelque chose de nouveau. Donc là, ce sera surtout sur le plan de formation du second semestre 2018. Et puis, on l'espère, un fort développement sur 2019. Les prochains cours en ligne reprendront en septembre. S'il remportait le concours, le cabinet de conseil de Yannick pourrait proposer un éventail de formations plus important, de quoi investir durablement la toile. Et avec nous à suivre dans cette édition, nous parlerons des 170 ans de l'abolition de l'esclavage célébré le 10 juin prochain en Guyane. Une première conférence a été organisée aujourd'hui. Et puis nous vous parlerons des jeunes de la mission locale Nord qui ont remporté le prix de la créativité grâce à leur mini-entreprise. Je vous le disais, direction la Guyane qui va bientôt célébrer son 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. De nombreuses animations sont prévues le 10 juin prochain. Une première conférence a été organisée aujourd'hui pour faire la lumière sur le trajet emprunté par les négriers qui ont amené les esclaves en Guyane. C'est un reportage de Pierre Trifou. L'Université de Guyane accueille pendant 2 jours une journée d'études sur la géographie de l'esclavage sur le plateau des Guyanes. Des intervenants viennent exposer leurs recherches sur l'impact de l'importation d'esclaves sur le sol guyanais, comment elle a modifié ou détruit des paysages pour créer des espaces de vie. Africains, Indiens et Chinois ont fait partie des premiers esclaves à venir sur les plateaux guyanais. Et même après l'abolition de l'esclavage, des migrants dits engagés sont venus travailler sur le sol guyanais. La question du travail après l'abolition de l'esclavage s'est posée pour l'ensemble des anciennes possessions esclavagistes. La Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion. Et on va dire qu'ils ont un peu testé chacun des populations. Ça a été donc avec le centre très large des Africains,
idem pour les Indiens, des Chinois. On a eu aussi des cas d'Indo-Chinois, mais c'est plus spécifique et compliqué dans ce cas-là. Voilà, ils ont testé un peu tout dans l'Empire. On ne possède pas nécessairement les sources pour pouvoir démontrer le retour. Beaucoup sont morts dans le cadre de leur travail, beaucoup sont morts après en restant dans la colonie, d'autres se sont mariés à des femmes locales, parce que l'essentiel de migration était masculine. On a eu des cas de navires qui sont repartis, mais c'est extrêmement compliqué à la fois parce que, comme on le sait, il n'y a pas, à ce que je sache, il n'y a pas vraiment de mémoire de langue, il y a une mémoire de langue très faible en Guyane. Toutes ces migrations ont fabriqué les sociétés guyanaises. Reste le devoir de mémoire sur l'histoire de l'esclavage, dont les apports archéologiques nous renseignent un peu plus sur ces flux migratoires. Malgré un paradoxe actuel qui est fait sur l'esclavage, entre mémoriel et résurgence, des débats sur le thème continueront demain à l'Université de Guyane. Allez, on revient en Martinique. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec cette belle prise de coulirou ramenée ce matin au port de pêche de Casse-Pilote. Des kilos et des kilos de poissons pour le plus grand plaisir des gourmands. Une pêche à la Seine menée par Max Léopoldi. La bonne nouvelle est qu'il y en avait tellement aujourd'hui que vous pourrez en acheter encore demain et peut-être encore ce week-end. Coup de projecteur maintenant sur un projet très ingénieux proposé par les jeunes de la mission locale Nord. Ils ont remporté avec leur mini-entreprise le prix de la créativité au championnat Entreprendre pour apprendre. Le programme qu'ils ont présenté est un réseau social pour personnes à mobilité réduite. Présentation de Hubert Bornil et Guy Raphaël René. Ils sont jeunes, motivés, ils ont décidé de venir en aide aux autres, venir par exemple en aide à une personne en situation de handicap. Ce n'est pas pour rien que l'un des parrains, c'est Michael Gouasside, que l'on connaît bien. Voilà un prix, voyez le nom, Entreprendre pour apprendre. Ils ont pour prénom Dominique, Teddy, Réanne, Xavier ou encore Samuel. Ces jeunes ont créé une mini-entreprise dans le concept Entreprendre pour apprendre. SoAble, c'est le nom de l'entreprise. So pour social et Able pour dire nous sommes capables. Nous avons sorti aussi le film Intouchable qui nous a touché et ému pas mal. Et nous avons conclu de sortir le site internet afin de reproduire l'idée du film Intouchable. J'ai intégré l'équipe de SoAble puisqu'il y avait besoin d'un programmeur, puisque c'est un réseau social concret, donc c'est quelque chose d'important, un programmeur dans ce type de projet, et donc j'ai répondu présent. L'entreprise est un réseau social qui s'adresse aux personnes à mobilité réduite. La finalité, aider ces personnes en situation de handicap à sortir de l'isolement. Par exemple, s'il y a quelqu'un d'un bâtiment qui est non valide et une autre personne de notre bâtiment qui est non valide aussi, par notre réseau social, ils peuvent se connecter et par exemple passer des journées ensemble que passer des journées seuls. C'est Xavier qui a eu l'idée du logo. C'est deux personnes qui discutent entre elles et surtout notre slogan qui est réunir pour mieux se retrouver, qui réunit aussi le logo. Avec leur mini-entreprise, ces jeunes Martiniquais ont réussi à décrocher le prix de la créativité lors du championnat national EPA Entreprendre pour apprendre, un projet suivi par la mission locale Nord. 6 mois de travail et un résultat qui fait la fierté des encadrants. Peggy Ravin, qui est un des parrains, en fait on dira, c'est la marraine, mais aussi un parrain qui est Michael Gouasside. Et puis nous avons le coach Daniel Charloton-Guito qui a coaché les jeunes gratuitement, je le dis gratuitement, qui a donné de son temps pour permettre à ces jeunes de réussir, parce que l'idée pour nous c'était d'aller à Paris sur le championnat national, mais de gagner. Bravo pour le travail qui est fait, bravo. Super travail. Super, nous sommes très fiers de vous. Voilà, très fiers de vous. Bon, en tout cas, les jeunes, vous avez été vraiment très forts. Ça, c'est le prix qu'ils ont remporté, le prix de la créativité. Et puis là, je crois que vous avez du travail qui vous attend, puisqu'il va pas falloir passer maintenant à une autre étape, l'inscription de l'association. FOS.
Félicitations encore à eux. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du centre administratif territorial de Martinique à Fort-de-France de 8h à 13h. Et puis comme chaque jour, vous voyez, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier Lamena à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas. La tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, toujours en Tchèpeia. À tout de suite.